on va commencer. Donc, y compris, je vous présenterai après les introductions un peu comment on va faire pour organiser le débat, puisqu'il va y avoir deux introductions. Et puis ensuite, on va pouvoir avoir débat, questions, etc. Euh, les deux interventions, et je commence par Juliette, qui va intervenir en deuxième. Juliette, qui vient de Marseille, qui est à A2C. Et la première intervention, et moi je suis très très content qu'on ait ce camarade-là qui intervienne. C'est un camarade qui est à Los Angeles. Donc j'imagine qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce que ça évoque en ce moment Los Angeles. Ça a été le point de départ d'un mouvement de riposte aux attaques de Trump, aux rafles de masse contre les migrants, qui est devenu de fait un mouvement contre Trump, beaucoup plus global et sur tous les États-Unis. Donc Victor, il est à Los Angeles, c'est un activiste sur la question des droits des migrants depuis 20 ans, donc il était en plein dedans. C'est quelqu'un, parce que peut-être qu'il ne le dira pas, qui a commencé il y a une vingtaine d'années, quand il était très jeune, à Los Angeles, d'en chercher des réseaux de lutte contre des milices d'extrême droite qui essayaient d'aller agresser des migrants à la frontière, qui a continué, y compris en s'organisant sur Los Angeles, sur les droits des migrants, pour organiser des énormes manifestations qu'il y a eu... c'est 2005 ou 2006, tu diras peut-être, Victor, ou je crois que c'est 2006, et après, il est devenu un des organisateurs d'une journée sans migrants, d'une journée de grève, le 1er mai 2005 ou 2006, je ne me souviens plus, qui a été en fait la plus grosse grève qui ait eu au niveau national aux États-Unis. Donc voilà, on parle de quelqu'un qui est très impliqué dans ce qui se passe en ce moment, et dans le cœur de la bête. On est ultra content parce qu'y compris, ça questionne un petit peu sur la gauche ici. On pense que c'est un événement considérable, ce qui se passe, ce mouvement, et qu'on a beaucoup à en apprendre de ce mouvement qui s'est passé de Los Angeles et aux États-Unis. Et en réalité, il y a eu très peu de choses qui ont été faites ici, en France, à Paris, pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Donc voilà, je vous demande d'applaudir Victor, parce que... Okay, I can start, I guess. Ayez en tête qu'il y a 9 heures de décalage. Donc il est hi everybody. Attends, juste Victor, il est 1h30 du matin. Il est 1h30 du matin à Los Angeles. Okay. Oh, do I start again? Okay. Let me start again. Hi everybody. A warm welcome from Los Angeles. Thank you for having me. Merci à tous, je suis Victor, il est 1h à Los Angeles, merci de m'accueillir. So, I guess you're all here to figure out how we ended up with our toxic ex again. Donc, j'imagine que vous êtes tous là pour vous demander comment est-ce qu'on a fini avec une ex toxique à nouveau. And so for that, I'm probably going to have to go back to the last time we had active movements in the United States with ongoing protests like we're seeing now. And that was back when there were the protests for George Floyd. Ok, donc pour expliquer la situation actuelle, il va probablement falloir que je retourne à la dernière fois qu'on a eu un mouvement national de révolte, de protestation. Et ça, c'était au moment de Black Lives Matter, suite à la mort de George Floyd. These protests were so powerful and took over the whole country that it actually shifted the political narrative when it came to discussions of racism and race in the country. This is where woke came from. And it led to a lot of people turning against Trump for that and also for his mishandling of the pandemic. Ok, donc le mouvement, il était si puissant à l'époque que ça a amené à un véritable changement, une véritable transformation dans la vie politique du pays, où les gens se sont massivement révoltés contre Trump dans sa répression du mouvement Black Lives Matter, mais aussi dans sa gestion de la pandémie de Covid. So, however, while everybody was just focused on getting Trump out of office, the Democrats put in Biden, who basically said
he was not going to change anything. So for all the problems that we were going through in this country, the Democrats promised not to do a single thing and to basically just continue what we were doing, which led to 4 years later, people still being angry at all the problems this country was having. Ok, donc suite à ces deux problèmes qui ont été le racisme et la pandémie, les démocrates au pouvoir avec Biden n'ont rien fait, ils ont même dit qu'ils allaient rien faire, et c'est en grande partie pour ça que 4 ans après, on se retrouve avec exactement le même candidat républicain, Trump, au pouvoir. So basically, when Trump ran again, he ran on the same thing, which was just pure racism, pure nationalism, and a very narrow idea of, you know, this America First doctrine, which was seen as a bit of an alternative, but really it was just masquerading as populism, while the Democrats were basically just running a campaign that was trying to mirror that while still being anti-immigrant, while still being very pro-corporate. So there was really no choice in this election. You either had to go for the racist or go for somebody that wasn't racist, but still had very similar policies. In fact, when it came to immigration, Harris was trying to be more anti-immigrant. Ok, donc en fait, il s'est représenté sur exactement le même programme raciste, nationaliste, avec son programme de USA First, les États-Unis d'abord. De l'autre côté, en fait, ils ne proposaient aucune alternative. C'était un mouvement complètement opportuniste. Et de leur côté, les démocrates, ils se sont adaptés à ce programme de Trump en ayant aussi une rhétorique raciste, en ayant aussi le même programme capitaliste, etc. Et voilà, donc à aucun moment ils ont représenté une alternative. C'est un peu comme en France, on préfère toujours l'original à la copie, quoi. So, if we look at the numbers, when Biden beat Trump 4 years ago, Biden got 81 million people voted for him, and 74 million people voted for Trump. This past year, Harris lost because 75 million people voted for her, but only 77 million people voted for Trump. He didn't really gain that much. Voilà, donc aux élections de 2020, Biden il a gagné avec 80 millions de votes aux États-Unis et Trump en avait fait 74 millions à l'époque. Et cette année, en 2024, enfin l'année dernière, Harris a fait 75 millions et Trump 77 millions. Donc il a vraiment pas gagné de tellement, quoi. So Democrats lost the election basically because they did the same thing that they did 4 years ago. They didn't promise anything, they didn't provide any solutions, and they didn't provide an alternative for solving the massive crisis that many people are facing in terms of affordability, in terms of healthcare, and in terms of our standard of living in the United States, which is actually lowering. Ok, donc en réalité, c'est plus les démocrates qui ont perdu que Trump qui a gagné. Parce que les démocrates ne proposaient... Désolé. Voilà, ils proposaient aucune solution aux différents problèmes qui continuent d'accabler le peuple, les Américains, c'est-à-dire aucune solution face aux problèmes de santé, face aux problèmes de pouvoir d'achat, face aux problèmes de racisme, etc. So, why attack immigrants now? I think it's very important to look at the big picture that's going on right now in the United States. And that is that we're seeing the fruition of the neoliberal ideology in terms of lowering taxes for the rich, destroying the social safety net, and the privatization that is going on. And this is something that is pretty much seen in this big, beautiful bill that Trump is trying to pass through the government. Ok, donc la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on cible les immigrés aux États-Unis. Voilà, donc c'est quand même dans un contexte mondial d'essor du néolibéralisme où les inégalités sont de plus en plus criantes, sont de plus en plus visibles.
j'ai pas la suite, mais vous avez l'idée, quoi. So Trump is also embracing a lot of authoritarian ideals. He's trying to pass a lot of authoritarian laws through executive action. And that is having a lot of resistance in the courts. His big, beautiful bill is also tied down in Congress. There's a lot of issues going on, and it was facing the possibility of not being able to pass by. And then he also had that giant spat with Elon Musk that was out in the public. So there was a point where Trump is facing a lot of problems in his administration. Donc du coup, Trump essaye de passer beaucoup de lois et de décrets, notamment concernant l'immigration, mais aussi en général pour prendre contrôle de l'administration états-unienne. Mais les États-Unis font face quand même à une grosse crise politique parce qu'en fait, il fait face à beaucoup de difficultés pour passer les lois puisque le Congrès refuse et il y a eu aussi dernièrement le combat avec Elon Musk où en fait ils se sont pris la tête publiquement et du coup sa popularité baisse aussi et en fait il n'arrive pas politiquement à aller là où il veut en venir, quoi. So, you know, there's a joke here in the United States that whenever a president is facing problems in their administration, they usually go out and start a war somewhere else. Trump, being the anti-immigrant that he is, decided to start a war at home. And it is very important for a couple of reasons. Il y a une blague aux États-Unis que quand le président n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il va débuter une guerre quelque part. Et donc là, il a commencé une guerre chez lui aux États-Unis contre les immigrants. The first is that attacking immigrants is always a great distraction, and it rallies up his base of support. And that he has always done. That's how he's gotten elected. And then the second is that attacking immigrants further entrenches their second-class status in our society. And both those things are very important towards realizing, you know, the neoliberal dream here in the United States. Donc les deux choses que ça fait surtout, c'est donc la première que attaquer les personnes étrangères, c'est toujours une bonne distraction de en fait la marche du néolibéralisme et ça permet d'agréger beaucoup de soutien à cause du racisme, quoi. Et que c'est toujours ça qu'il fait, enfin il a toujours fait ça et là il le fait encore pire, mais en tout cas c'est rien de nouveau. Et la deuxième c'est que So before these raids and after he was elected, there was actually not much going on. There were small groups trying to organize what were called rapid response networks, based on the idea that you put out a number to the community, and then if people see ICE, they call that number, immigration, and then activists can come and respond to that. But it was pretty small. There were organizations coming around it, but it wasn't a mass organizing at all. It was a very small group in the left that were trying to put something like this together. Donc du coup, je reprends la traduction d'avant que j'avais écourtée. La deuxième chose, c'est que ça attaquer les immigrants, ça continue à en faire des citoyens de deuxième classe et ça augmente le racisme et le néolibéralisme qui va avec. Et donc là, dans la gauche, il y a eu quelques réactions face au RAFL, quoi, de ICE, donc qui est l'Office pour l'immigration, enfin contre l'immigration du coup, aux États-Unis. Mais au début, il y a eu que de très petites réactions où les gens appelaient un numéro pour venir défendre les personnes qui étaient en train de se faire rafler, mais c'était quand même très, très petit au début, quoi. So when the first raid hit in about 2 weeks ago in downtown LA, it was a heavily militarized raid. They actually had like a mini tank rolling down the streets trying to attack a workplace.
And the raid response network worked in that people responded to that raid. Et donc, il y a 2 semaines, il y a eu une première grosse vague de rafles qui était très militarisée, avec même un mini-char qui circulait dans les rues et qui attaquait les espaces de travail, enfin, qui venaient chercher les personnes dans leur travail, enfin, dans leur lieu de travail. Et donc là, il y a eu plus de réponses parce qu'en fait, c'était tellement direct et sur les lieux de travail que les gens ont réagi sur le coup et se sont plus organisés, quoi. In that raid is actually where the president of SEIU in California, which is Service Employees International Union, a major union in California, was actually injured and arrested. And as a result of that, a protest was called at the downtown Federal Building at 4 p.m. that same day. Et pendant cette rafle, il y a eu le président d'un grand syndicat un syndicat, j'ai pas plus, professionnel, quoi, qui a été arrêté et blessé. Et donc, ça a aussi motivé les syndicats à combattre ces rafles, quoi. That protest brought around 2,000 people, and they surrounded this one square block in downtown LA that has the federal building and then as well as the detention center. And people were really angry that they pretty much laid siege to the entrance of the federal detention center, enough to where, you know, the LAPD had to try to kick everybody out. And that's, you know, where the police started the violence. Et donc, il y a eu une grosse manifestation à Los Angeles avec 2000 personnes où ils ont en fait encerclé un quartier où il y a une prison, un centre de détention et un bâtiment fédéral. Et en fait, ils ont quasiment fait le siège du bâtiment à essayer de rentrer à l'intérieur. Et donc, c'est là que la police est intervenue et a pris le parti des militaires de ICE pour continuer la répression, quoi. So from then, there has been, I would say, since the very beginning till now, there have been 3 different types of protests that have been ongoing throughout these 2 weeks in response to the ICE raids. Et depuis, il y a eu 3 différents types de manifestations qui ont été continues depuis 2 semaines. The first have been calls to protest the federal building, and those protests went on for about a week and a half. Every single day, you had about a minimum 1,000 people. I remember on a Saturday I went, it was like 10,000 people, and they've all surrounded the federal building, and all of that culminated in the No Kings protest, which were previously organized, but kind of joined forces with the No Kings protest that happened about a week ago. Et donc la première forme de manifestation, c'est les manifestations contre ce bâtiment fédéral à Los Angeles, qui ont eu lieu tous les jours pendant plus d'une semaine, avec chaque jour au moins 1000 personnes. Et il y a eu un samedi où il y a eu 10 000 personnes autour du bâtiment. Et elles se sont nommées les No King Protests, donc contre les rois, quoi. Ouais. Enfin, contre le roi, plutôt. The No Kings protest brought about 200,000 people to downtown LA, and is estimated about 4 to 6 million people. A lot of that has to do with the anger and the reaction to what many people were seeing on their TVs as a result of the raids. So it's inspired a lot of people to come back out on the streets, which they hadn't done since the beginning of the Trump administration. Et donc, c'est le deuxième type de manifestation, les manifestations No King. Il y a eu jusqu'à 200 000 personnes dans les rues et ça a concentré beaucoup de la colère contre Trump et son administration. Et ces types de protestes, de manifestations ont vraiment réactivé la mobilisation. The second form of protest is the rapid response, where when ICE or immigration officials are found in a location,
the call goes out. So this is not only activists that have gone into these to try to save people during a raid, but it's also been nearby community members that have come out and sometimes in large numbers to stop the raids no matter how they can. We saw something like that in Paramount. We also saw that at the Dodger Stadium about a week ago. And I could get a little bit more into that. En fait, tout ça avant, c'était la première forme de manifestation. La deuxième forme, c'est quand le ICE vient dans les quartiers pour chasser les personnes. Enfin, ils font la chasse quoi, aux travailleurs irréguliers ou juste racisés, puisqu'ils ne font pas la différence. Et ben, il y a régulièrement des appels qui font le tour des communautés et les gens sortent de chez eux pour aller défendre et empêcher par tous les moyens possibles les rafles. Et là, c'est pas seulement des militants qui se sont engagés dans ce genre de protestation, mais aussi les voisins, les communautés de tout type, quoi. Et donc ça a engrangé la participation aussi d'autres populations, quoi. So about the Dodgers, which is the main baseball team here in LA, was letting immigration use their parking lots and stadium as a staging ground and collection ground for the people they caught. And one day we saw that they were there and masses of people came out. And that was enough. For a couple of days, we protested them and their games for the Dodgers to eventually kick out immigration and then put out a statement in support of immigrant rights, as well as donating $1 million to the affected families. Donc par exemple, il pouvait y avoir les véhicules de ICE qui ont été identifiés comme allant dans des parkings ou en l'occurrence même dans un stade des Dodgers. Alors je ne sais pas quel sport c'est, mais quand les baseball. Donc quand les gens se sont rendus compte que des parkings, des lieux publics, des lieux populaires étaient utilisés pour servir de stationnement à ces véhicules, ils ont mis la pression aussi sur ces établissements jusqu'à ce que du coup le club des Dodgers sorte un communiqué et refuse d'abriter les véhicules de ICE. And finally, the most fun kind of protest is that people have found out where ICE agents are actually staying and sleeping and what hotels they are. And so they just kind of show up and make a lot of noise all night. And they've gotten some of the workers in some of these hotels to actually kick them out of the hotels. So we're disturbing their sleeping patterns and chasing them wherever they go. Ok, donc je pense que pas mal de gens ont compris, mais en gros la troisième forme de résistance, c'est en gros ils arrivent à collecter les informations d'où les agents de ICE logent et dorment, et du coup les gens tout simplement se réunissent devant les hôtels la nuit, les empêchent de dormir, font du vacarme, voilà, en gros par tous les moyens nécessaires, les faire chier partout où ils vont, les empêcher de dormir. Et les travailleurs des hôtels aussi s'organisent des fois pour les empêcher de venir, quoi, les jeter dehors. So, okay, what's going on now, and this is something that's just recently starting to happen, is that a lot more organizations are creating rapid response networks. And so what you're having now is that entire sections of the city have patrols all day looking out for vehicles that are immigration and ICE vehicles. There are patrols at the Home Depots all day, which goes and have members just patrolling those areas to protect immigrants and provide some form of resistance in case there is an ICE raid or ICE try to kidnap people. Et donc, plus récemment, il y a des grands réseaux qui se sont organisés pour réagir très rapidement dès qu'il y a des raids. Et en fait, de grandes parties de la ville à Los Angeles s'organisent pour faire des patrouilles, pour vérifier. En gros, dès qu'il y a un véhicule de ICE qui arrive, ils le signalent et les gens arrivent sur place et s'organisent pour résister. Il y a aussi à Home Depot, qui est un grand magasin, une grande chaîne de magasins où ils organisent des patrouilles régulièrement. Parce qu'il ne l'a pas précisé, mais je pense que du coup, il y a beaucoup de travailleurs immigrants qui travaillent là-bas.
Et voilà, et du coup, la chasse, c'est un peu inversé. Enfin, c'est plus ICE qui chasse les migrants, c'est la ville entière qui chasse ICE, quoi. So I think what we've done is we've found the alternative. Like, the Democrats are not going to provide the alternative. It's going to be people organizing on the ground, defending themselves and their community members, and standing up for each other, and organizing in that way that can actually be this is the first big fight back against the Trump administration that has been successful. When nobody else can do it, it's actually organized people on the ground fighting back that has done it. Et donc ça montre que c'est pas les démocrates qui vont nous aider et qui vont changer quelque chose, c'est vraiment les gens à la base qui s'organisent pour se défendre entre eux, enfin se défendre entre nous du coup, et enfin ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est un peu la première grande réponse face à l'administration Trump, et ça montre qu'il y a des choses à faire et que enfin la réponse elle sera à la base et pas au Sénat, quoi. So I think it's important to say that while some politicians like Gavin Newsom or the mayor of LA are saying they are on our side, it is actually LAPD that's doing all the violence and repressing the protests. And so it is important for us to use this opportunity to continue organizing our movement and continue fighting for immigrant rights. And just one last thing I want to say, because there's a lot. Just say that, and then I'll say the last thing. Et du coup, c'est important c'est bien d'avoir des alliés dans les instances politiques, mais il ne faut pas oublier que en fait, c'est quand même la police de LA qui réprime aussi les manifestations, et que ce mouvement, il faut aussi le voir comme une opportunité pour continuer à construire la résistance par en bas et la lutte pour les droits civils, quoi. So to conclude, it doesn't matter how, it doesn't matter how slow things might seem. The importance is to keep on organizing and to keep building the left, because you want to do it now, so you're not rushing when things are going, things are escalating like they are here in the United States. But the important work that we did in the very beginning, before the raids were happening, was what allowed for the spontaneity that happened to take hold and make this a mass movement. Et donc c'est important on a l'impression que ça va très lentement, la construction, et que des fois on est dépassé par la situation politique, mais ça reste très important de continuer à s'organiser et continuer à construire la gauche tout le temps, de faire ce travail important tous les jours de construction pour que quand ça escalade et ça s'accélère, il puisse y avoir ce type de réaction spontanée qu'il y a eu. En fait, ça s'est organisé aussi vite aussi parce qu'il y avait déjà des réseaux existants, quoi. Okay, thank you. Et c'était le mot de la fin. Et maintenant, challenge, c'est Juliette. C'est un peu galère de passer juste après. Bonjour à tous et à toutes, et merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Victor, pour ton intervention. Moi, je vais essayer un peu de raccrocher les wagons avec la question que vous avez vue dans le programme, qui est, dans cette économie d'armement généralisée, la guerre est-elle inévitable ? Parce que peut-être c'est pas hyper évident, là, tout de suite, les deux interventions, enfin l'intervention de Victor et la question qu'on avait mise pour la situation politique. Alors, nous, si on a décidé de commencer le festival par cette question, c'est parce que pour nous, l'impérialisme et la guerre, c'est pas juste une des modalités du capitalisme, mais dans cette période d'intense polarisation et d'accélération, l'impérialisme, c'est la trajectoire principale du capitalisme. Et en réalité, c'est à partir de cette trajectoire qu'il faut comprendre la situation géopolitique, mais aussi tout ce que Victor vient de raconter, à l'intérieur des États, le renforcement de l'exploitation,
de l'autoritarisme, le retour en force du nationalisme qui passe par la multiplication des attaques racistes et des attaques patriarcales, enfin toute la merde qui nous arrive en ce moment, quoi. Et aussi qui renforce le danger fasciste. Et cette accélération, en ce moment, elle est poussée par la guerre économique lancée par les États-Unis contre la Chine. Ce conflit entre les deux plus grandes puissances mondiales, il entraîne toute l'humanité dans son sillage, et les classes dirigeantes du monde entier, elles sont en train de franchir un cap dans une course à l'armement qui était déjà au max, qui était déjà au plus haut ces dernières années. Et là, rien que l'année 2024, elle a vu la croissance de dépenses pour l'armement dans le monde la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, et ces derniers mois, les tensions entre la Chine et les États-Unis, elles se sont manifestées dans des crises de haute tension, plus ou moins directement dans la guerre en Ukraine, dans la crise au Cachemire, avec les attentats entre les deux puissances nucléaires que sont le Pakistan et l'Inde. Elles se manifestent aussi dans le Pacifique autour de la question du contrôle de Taïwan. Par ailleurs, la guerre coloniale et génocidaire en Palestine, ça illustre la barbarie dont sont capables les puissances impérialistes et coloniales, quoi. Et puis là, le fait que la première puissance militaire mondiale attaque directement l'Iran, ça nous fait basculer dans une crise encore plus profonde. Donc bien sûr que là, la question est-ce que la guerre est-elle inévitable, elle est dans la tête de tout le monde. Et la situation, elle est explosive, et en réalité, elle pourrait partir de n'importe où. Les capitalistes eux-mêmes, ils ne sont pas tout à fait en contrôle. C'est ce qu'on voit avec les derniers allers-retours de Trump par rapport à la riposte iranienne. Ça les dépasse un peu, quoi. Donc on pourrait se dire, ils sont juste dépassés, ils sont fous. Des fois, c'est des trucs qu'on entend, genre ils ont des problèmes d'ego, c'est les hommes. C'est peut-être un peu vrai aussi. Mais en vrai, voilà, c'est pas juste des fous irrationnels, ces dépenses militaires et ces conflits. C'est pas juste le résultat de personnalités délirantes qui auraient abandonné le cap d'une diplomatie raisonnable qu'on pourrait essayer de retrouver. C'est les conséquences inévitables de l'impérialisme. Et l'impérialisme lui-même, c'est une phase nécessaire du capitalisme qui correspond au moment où la compétition entre les capitaux, elle devient nécessairement une compétition géopolitique et militaire entre les États. La concurrence entre les capitalistes nationaux, elle donne lieu à une concurrence entre des blocs de capitaux défendus par des États de plus en plus forts, de plus en plus militarisés, et c'est ça que nous, on appelle l'impérialisme. Parce que pour survivre dans cette concurrence, les États et les capitalistes, ils sont obligés, ils sont contraints à un bras de fer militaire et à la guerre pour étendre les frontières, contrôler toujours davantage de matières premières et de main-d'œuvre. Et ça se passe en articulation avec le renforcement de l'exploitation de classe. Du coup, la lutte, de notre côté, elle doit se faire avec les armes de la lutte des classes, sur une base de solidarité internationale. Parce que pour nous emmener dans cette course, l'autoritarisme des États, il se transforme aussi. Et les attaques racistes et patriarcales, elles se multiplient pour nous maintenir bien dociles derrière l'unité nationale. Dans cette phase du capitalisme, dans l'impérialisme, les frontières vers l'extérieur entre eux et nous, elles se doublent de frontières racistes à l'intérieur des États. Et le racisme, c'est une arme centrale pour eux. Les capitalistes, ils ont besoin d'un État fort pour casser les résistances des travailleurs. Ils ont besoin de l'ICE, ils ont besoin de la répression, mais ça ne suffit pas. Et c'est ce qu'on voit là. Parce que pour unifier la nation et obtenir le consentement des exploités, il faut nous faire croire qu'il y aurait une communauté d'intérêts entre eux et nous, et de masquer le vrai antagonisme de classe. Alors pour reprendre la question de départ, dans cette économie d'armement généralisée, la guerre est-elle inévitable ? Eh bien, depuis la rationalité des États et des capitalistes, oui. Il n'y a aucun espoir à mettre dans le droit international, dans le fait de pousser nos États à de meilleures décisions diplomatiques, ni à soutenir des impérialistes qui seraient plus justes que d'autres. Il n'y aura pas de justice par en haut, il n'y aura que nous. Merci. Et quand on dit nous, ici, on parle de notre classe, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont intérêt à ce qu'on renverse le capitalisme et qu'on brise cette trajectoire. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et du coup, voilà, ça fait qu'il n'y a pas de fatalisme et la guerre, elle n'est pas inévitable. Et en plus, Marx, il a pointé un petit truc, c'est que les capitalistes, ils ont un problème, une petite contradiction, c'est que eux, par contre, ils ont besoin de nous et de notre force de travail. Et cette contradiction, dans les moments de crise comme ça, elle contient pour nous les possibilités de son dépassement. Les attaques, elles se radicalisent, elles s'accélèrent, mais les réponses de notre classe aussi. On voit bien dans la période qu'eux, ils sont rattrapés par cette contradiction et que, par exemple, le génocide, il fait tomber l'illusion de démocratie libérale qui pourrait apporter les lumières au reste de l'humanité. En même temps que le génocide il s'est intensifié,
On voit les mouvements massifs de soutien à la Palestine en Angleterre, aux États-Unis. On a vu la dernière séquence de rebond du mouvement avec les occupations et les manifestations en soutien à la flottille Madeleine. Le convoi Soumoud de milliers de personnes de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie qui se sont mis en marche vers Gaza. Et partout où la répression exacerbe les contradictions des capitalistes et génère des dynamiques de lutte qui, potentiellement, peuvent mener à un renversement total du système. Donc sinon, on a décidé là d'inviter, pour répondre à cette question, un camarade de Los Angeles pour intervenir dans la plénière. C'est parce que ce mouvement de masse, hyper radical contre les rafles de personnes immigrées, pour nous, il est particulièrement significatif de ce que contient la polarisation comme possibilité. Depuis son arrivée au pouvoir, Trump il a multiplié les attaques à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. On l'a dit, il l'a très bien dit, mais il a eu une politique extérieure de retour de l'impérialisme offensif et du colonialisme de prédation. Il a affirmé vouloir annexer, contrôler le Canada, le Groenland, le canal de Panama, Gaza pour en faire une Riviera du Moyen-Orient. Il a bombardé l'Iran et menacé d'envahir le Venezuela. Il est rentré dans une guerre économique avec la Chine, le Mexique. Main à main avec les milliardaires, il a lancé de larges offensives contre les travailleurs. Il a voulu souder le nationalisme à la famille blanche patriarcale en retirant des droits aux personnes trans et en criminalisant l'avortement. Et au sommet de sa politique réactionnaire, le Congrès américain adopte le projet de déportation de 30 000 immigrés vers la prison de Guantanamo. Donc simplement un camp de concentration. Et c'est dans ce même état, dans le cœur de la bête impérialiste, là on se disait il y a quelques mois que les possibilités d'organisation de notre classe, elles étaient complètement écrasées par l'autoritarisme de Trump, que ça allait être la fin, voilà, qu'on était un peu aussi gagné par le fatalisme, qu'on voit émerger un mouvement de masse contre les déportations de personnes immigrées qui s'attaque directement à son État, aux frontières et à la police et qui affaiblit leur propre impérialisme. Les révoltes contre l'ICE, elles montrent que les gens ils ont bien compris que c'était la même chose en réalité, les attaques au sein de leurs États et les attaques vers l'extérieur. Ça montre la possibilité de solidarité transnationale. Et ça nous rappelle aussi que des milliers de personnes qui s'étaient mises dans la rue pour Black Lives Matter et qu'elles étaient toujours là. Et la lutte, pour nous, c'est aussi quelque chose, la lutte pour les droits des immigrés, elle est centrale, parce que ce n'est pas simplement une question nationale, c'est un combat global contre un système capitaliste qui exploite et divise les travailleurs partout dans le monde. Voilà, donc ce mouvement dont Victor nous a parlé, c'est un mouvement de masse super radical qui défie les frontières imposées par l'État-nation, s'attaque directement aux structures des divisions raciales comme les CRA, et ça ouvre des possibilités énormes pour toute notre classe. Donc si la polarisation, c'est aussi une opportunité pour nous, si elle exacerbe les luttes, en réalité, il n'y a rien de mécanique à ce qu'elle mène vers notre victoire à tous et à toutes. Les issues, elles dépendent aussi de nos capacités à intervenir dans ces mouvements vers l'auto-organisation de notre classe. Parce que cette polarisation, elle contient tout. Elle contient la possibilité du dépassement du capitalisme, mais elle contient aussi la possibilité de la guerre et du fascisme. Voilà pourquoi, pour nous, c'est hyper important et c'est primordial d'avoir cet espace pour débattre avec notre camarade de Los Angeles et aussi, entre nous, réfléchir à comment attaquer notre propre impérialisme français de plus en plus raciste, islamophobe, avec les armes de la lutte des classes. À briser aussi la prise de confiance des fachos dans la rue. Ici aussi, il y a des milliers de personnes qui sont sorties dans la rue pour la date antiraciste et antifasciste du 22 mars. Il ne faut pas non plus qu'on l'oublie. Donc on a fait ce festival parce que pour nous, c'est urgent de se retrouver, de discuter tout au long du week-end avec des camarades à l'international et investis dans le mouvement pour débattre et élaborer des stratégies qui nous permettront de transformer la guerre entre les États en guerre des classes. Donc voilà, là vous prenez 3 et 4 personnes autour de vous, vous discutez pendant 5 minutes et après on lance le débat général dans la salle. Et merci Juliette. Et moi, la question par rapport à ce qui s'est passé à Los Angeles, c'est que j'avais vu dans les médias qu'il y a quelques mois déjà, il y avait eu des résistances dans les lycées, il me semble. Et je voulais savoir à quel point ça a été en lien, à quel point les deux mouvements avaient été en lien, puisqu'il me semblait que c'était des mouvements de lycéens et de lycéennes contre les arrestations de lycéens et lycéennes sans papier. Et je voulais savoir à quel point ça avait permis de renforcer la dynamique actuelle de Los Angeles. Donc Victor, tu es reparti de Black Lives Matter. J'imagine que c'est évidemment un point d'appui central, vu que c'est une des plus grosses mobilisations mondiales
à l'échelle de l'humanité et de l'histoire. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de ne pas oublier toutes les petites, en tout cas plus petites échéances, plus petites mobilisations qui peuvent donner l'impression parfois d'être défaites, d'être inutiles, d'être minoritaires, et en fait qui permettent de continuer, de s'habituer à sortir dans la rue, à résister, etc., même si c'est à plus petite échelle. Et voilà. Et je voulais savoir si ça avait eu lieu à Los Angeles, et dans le même sens, à quel point il y avait des espaces de co-organisation, de coalition. Je ne sais pas s'il y a des noms à retenir, puisque j'ai vu aussi des vidéos dans les stades à Los Angeles qui sont magnifiques, où il y a les supporters et supportrices de foot qui chantent des Fuck Ice dans le stade pendant les matchs avec des énormes banderoles, etc. Et donc ça fait un peu penser à ce qui s'est passé à la finale de la Ligue des Champions avec les supporters de Paris. Et du coup, je trouve que quand ça commence à aller vers la culture populaire en dehors des cadres habituels politiques, on touche du doigt quelque chose de super important. Et voilà. Et je voulais savoir s'il y avait des espaces de coalition entre les supporters de foot, les lycéens, les syndicats, les communautés organisées, etc. Voilà. Bonjour, du coup Mina de Strasbourg. J'ai une petite question parce que moi je voudrais juste revenir sur ce qui s'est passé quand certains États états-uniens du coup ont interdit l'avortement, et des réseaux en fait ont été créés justement sur les réseaux sociaux pour accueillir les femmes en fait dans les États où c'était encore possible, des réseaux communautaires. Et en ce moment il y a plein d'OQTF en fait abusives. Et comment est-ce qu'en France on pourrait mettre en fait des réseaux souterrains justement d'entraide pour les personnes qui ont des OQTF? Comment est-ce qu'on pourrait s'occuper d'eux, leur apporter l'assistance juridique dont ils ont besoin, sans qu'ils craignent pour leur vie ou la crainte d'être expulsés tous les jours. Voilà, merci. Voilà. Bonjour, Simon de Bagnolet. Merci à tous et toutes pour les interventions. J'avais une petite question pour Victor. En fait, depuis la défaite de Harris, nous de France, on avait l'impression je pense que c'est pas qu'une impression, que les démocrates avaient perdu parce qu'ils n'avaient pas assumé et pas porté de programme. Concrètement, il y avait très très peu d'idées dans la campagne d'Harris à opposer à Trump. Et depuis, je me demandais en fait si les cartes avaient été un peu rebattues dans le paysage politique américain à gauche. Et récemment, il y a eu la campagne victorieuse de Zoran Mamdani à la campagne aux primaires démocrates de la mairie de New York. Est-ce que c'est juste un petit feu de paille démocrate, ou est-ce qu'il y a il commence à y avoir un vrai petit glissement avec des idées autres qui commencent un peu à monter dans le paysage électoral, mais j'imagine aussi dans les organisations de lutte, dans les rues. Comment lui, il perçoit de là où il est ce qui se passe actuellement à gauche du pays, de l'organisation démocrate. Voilà. Merci. Bonjour, Lucie de Saint-Brieuc. Moi, ma question, c'est sur la participation des personnes concernées. Quel est le discours des personnes soutien dans un contexte extrêmement répressif et dangereux auprès des personnes concernées? Et le lien que je fais, c'est par rapport à des mobilisations qu'on essaye de construire dans des petites villes où les associations ont tendance à dissuader très fortement la participation des personnes sans papier parce que ça les exposerait, et donc du coup à ne pas tout à fait les considérer comme des sujets politiques. Voilà, donc du coup c'était savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des discours de mise en garde ou au contraire d'encouragement? Pas forcément une question, plus partager les réflexions qu'on avait. On se trouvait vraiment impressionné par surtout la mobilisation en fait de masse qu'il y a aux États-Unis, et notamment en comparaison avec Trump a quand même gagné les élections. Certes, c'était serré, mais quand même impressionnant en fait de se voir que dans les faits, les personnes réagissent. Et on se questionnait aussi de pourquoi comment ils ont réussi à mobiliser autant de monde. Parce que je pense que c'est pas juste les personnes qui militaient déjà avant, mais que c'est aussi toute la population. Alors est-ce que c'est parce que les gens sont touchés quand ils voient leurs voisins ou leurs collègues se faire rafler, quoi? Mais en tout cas, on trouvait ça
impressionnant. Et on se disait, ouais, comment aussi... même le fait de faire ça par des moyens un peu fun, entre guillemets, de les empêcher de dormir et tout, on trouvait ça... En fait, ils ont trouvé un peu tous les moyens, on se disait c'est inspirant et de voir comment on peut s'inspirer de ça en France, quoi, pour créer des réseaux et mobiliser tout le monde, quoi, pas que les gens qui sont engagés dans le militantisme, mais réseau de quartier aussi, de collègues, de tout ça, quoi. Ah, et Émilie de Strasbourg. Ouais, Maxime de Rennes. Moi, je milite à Campagne ouverte et solidaire, un collectif de lutte contre l'extrême droite en campagne proche de Rennes. Je pense que ça peut être chouette si on dit notre milieu d'intervention aussi quand on prend la parole pour la première fois, parce que à 2C, on est toutes et toutes des militants très engagés sur le terrain, et je pense que ça fait plaisir de voir, d'avoir des retours d'expérience. Moi, je voulais remercier beaucoup aussi Victor pour le retour d'expérience à Los Angeles et Juliette pour articuler tout ça avec aussi ce qui se passe chez nous. Je voulais un peu répondre en tout cas continuer sur ce que tu disais, je crois que c'est Julie de Saint-Brieuc, sur le rôle des personnes soutien, parce que là il y a eu les rafles de Retailleau il y a quelques semaines. Et nous, par exemple, à Rennes, les premiers messages qui circulaient sur plein de boucles, à la fois par des militants, mais aussi par des personnes qui ne militaient pas avant, c'était ah, les sans-papiers, restez chez vous, ne sortez pas. Enfin, le seul message qui était diffusé hyper largement, c'était en mode rentrons dans nos grottes et c'est tout, quoi. On attend que la vague passe. Alors que, en fait, comme ils l'ont fait aux États-Unis, notre rôle, ça doit être de dire il n'y aura pas d'arrestation. Et on va sortir dans la rue et on va aller voir, et on va aller se confronter à la police aux frontières. Et nous, à Rennes, pour dire la faible mobilisation qu'il y a eu, mais en même temps la combativité qu'il y a eu quand même, c'est qu'il y a eu 2 rassemblements. Le premier, le mercredi soir, il y avait 8 personnes. Et le deuxième, il y avait 40 personnes à la gare. Mais à 40 personnes, on s'est mis à chanter, on s'est mis à taper de main devant les flics. Il y a eu un énorme bouchon dans toute la gare. Et on sentait qu'il y avait un rapport de force qui commençait à rentrer en jeu. On a envahi les quais, etc. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser la moindre réaction qu'on a, parce que comme disait Solène, toutes les petites réactions, toutes les briques qu'on pose, c'est des pavés qui seront plus solides pour la suite et pour nous faire réagir de manière plus organisée après. Et que je pense, du coup, notre rôle en tant que personne soutien, c'est de donner cette confiance de réagir, donner cette confiance de s'organiser sur le long terme, et que la réponse, il n'y aura pas de formule magique, et que pour construire la confiance, il faut le faire sur le long terme. Et c'est pour ça que c'est important de construire nos organisations sur le terrain, mais aussi d'avoir des espaces où on arrive à faire l'analyse de ce qui est en train de se passer, parce que aussi je pense que ce qui a fait qu'on n'a pas forcément su réagir de manière très organisée, c'est qu'on n'a pas forcément les bonnes analyses de ce qui se passe, de la politique de Retailleau, etc. En tout cas, ça donne beaucoup de confiance. Merci beaucoup, Victor. Bonjour, donc moi je suis Lune de Lozère et je voulais offrir une perspective de territoire, parce que nous on a un territoire où on a la particularité d'être tous visibles. Les personnes militantes sont assez connues des forces de l'ordre, voilà. Et toutes les personnes qui sont sous OQTF sont également connues de la population, tous les noms sont connus. Et la façon dont j'ai vu faire récemment, c'est que les personnes sous OQTF, on leur conseillait pas spécialement de rester chez eux. Par contre, elles étaient accompagnées par, je crois, au moins 2 personnes, si elles le souhaitaient en tout cas, quand elles quittaient le domicile, pour pouvoir rapidement alerter la base militante si lors d'un contrôle, par exemple, elles étaient maintenues dans le poste de gendarmerie locale. Et du coup, c'est principalement la base militante, effectivement, qui sait réagir en tout cas vite quand il y a des OQTF ou des risques d'être en détention, quoi, mais avec une réaction qui est très rapide au niveau des lieux de gendarmerie, et vraiment dans un truc de communauté où on se connaît, en fait. Donc je pense que ça aide beaucoup, et je pense qu'on a aussi une base militante qui est assez dense pour le petit milieu, et donc moi jusqu'à présent je trouvais ça cool, mais il faudrait demander aux personnes concernées, voilà. Moi c'est Lou de Marseille, et
Enfin, un peu pour rebondir sur ce que disait Maxime, moi l'année dernière je militais à la Riposte Antifasciste, qui est un collectif antifasciste marseillais, et qui a un peu comme objectif de construire un antifascisme large, ouvert, rejoignable, etc. Et au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, on a appelé à un lancement de comité de quartier antifasciste. Et ça s'est lancé, il y a, je pense, encore aujourd'hui, un an après, je pense 7 ou 8 comités qui existent et qui sont encore actifs. Et en fait, ce que je vois, c'est que ces comités, ils ne sont pas du tout saisis. Donc là, quand il y a eu les rafles la semaine dernière, de ce qui se passait à Marseille, en fait, il y a eu vraiment une espèce de réflexe de solidarité au moment des rafles là, de la semaine dernière, et qui était beaucoup sur un truc de il va y avoir des groupes signal pour prévenir, etc. Mais ce que je trouvais super intéressant dans l'intervention de Victor tout à l'heure, c'est de raconter que il y a ça qui se passe, mais il y a aussi des formes beaucoup plus offensives qui sont nécessaires, et qu'à un moment, c'est pas juste prévenir sur des groupes signal, c'est aussi aller bloquer les forces de l'ordre quand elles sont là. Et du coup, je trouve, pour en tirer un peu un bilan, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un peu une sacralisation de l'événement, de la dissolution, et au sein même de la riposte, on a été quelques-unes à porter qu'en fait, il fallait continuer à intervenir dans les cadres, dans les comités de quartier, et qu'en fait, on a perdu face aux arguments majoritaires au sein du groupe, qui était un peu une peur du pouvoir, une peur de l'organisation même, et de dire, bon, bah, de toute façon, c'est bon, là, les élections, c'est passé. Et du coup, ça, je pense, pour moi, c'est pour rebondir un peu sur ce que disait Juliette dans sa conclusion, qui était de dire, oui, la polarisation, elle augmente, et les contradictions, elles sont fortes, elles nous donnent des possibilités, mais c'est pas mécanique. Et du coup, à un moment, faut qu'on assume aussi... je trouve que des fois, il y a une peur de l'intervention, d'oser intervenir, d'oser continuer à impulser, et de se dire que un an après, ce que les comités de quartier ils auraient pu permettre par rapport à ces rafles, et qu'il n'y ait pas eu de réaction, moi je trouve ça super grave. Et je trouve que c'est un peu des réflexes à combattre dans nos milieux qui, je pense, à des moments, et sacralisent l'événement, et sacralisent aussi le cadre parce qu'il existe, et suppose que de l'auto-organisation va sortir les choses toutes seules comme ça. Et ouais, c'est toujours un peu cette espèce de peur du pouvoir, et que je pense que c'est super important. Ouais, pardon, il me reste 1 minute. Ok. Non, mais c'est super important un peu ce qu'on porte là, et je pense qu'on essaye de porter dans le week-end, qu'il y a vraiment une nécessité à s'organiser, quoi, si on veut aller plus loin que là où on en est. Je trouvais que ça faisait vraiment du bien d'avoir un récit de ces résistances, notamment parce que j'ai eu l'impression que dans les médias et un peu sur les réseaux sociaux de gauche, on va dire, ces derniers mois, il y avait beaucoup le discours qu'en fait, il n'y avait pas de résistance aux États-Unis, qu'il y avait personne pour faire face à l'élection de Trump, et même avec des personnes qui sont très informées et qui essayent de militer très activement. Et ça fait écho à ce que moi, dans le milieu militant écolo, j'ai entendu en début d'année, qui était vraiment un sentiment de désabus, de se dire « oh là là, sale temps pour être de gauche ». Vraiment, les gens étaient vraiment tristes et accablés et ne savaient pas comment réagir. Et bon, c'est aussi propre au milieu écolo qui est assez décevant, quoi. Mais je me demandais comment est-ce que collectivement on pouvait faire sortir ce message à l'extérieur de cette petite salle, de se dire ok, en fait là on est en train de poser les briques, on a commencé déjà depuis longtemps à poser les briques des réseaux de solidarité, et en fait ça fait assez écho à l'intervention de Lou juste avant. Comment est-ce que finalement ces réseaux de solidarité qui commencent à exister, qu'on a fait émerger, ils peuvent se saisir et réagir à la hauteur de la nécessité, et comment est-ce qu'on fait pour même sortir au-delà de ces réseaux de solidarité, aller voir les gens qui sont un peu moins radicaux, disons, et aller leur dire bah non, en fait c'est maintenant que notre militance elle prend tout son sens, et il faut qu'on s'organise pour aller réagir. Et donc je me demandais, est-ce qu'on a réussi face aux rafles de Retailleau à en faire quelque chose? Est-ce que la structure de notre société en France, elle va permettre une réaction en boule de neige à même image que ce qui se passe aux États-Unis? Et est-ce qu'aux États-Unis, ça a eu lieu à l'extérieur de Los Angeles? Est-ce que c'était propre à Los Angeles, ou alors est-ce que ça a aussi eu lieu dans d'autres endroits? Enfin, qu'est-ce qu'on peut se dire? Enfin, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la structuration de la société là-bas? Comment est-ce qu'on peut tirer des conclusions pour ce qu'on pourrait faire nous? Et les camarades qui ont participé aux différentes AG là, ces derniers temps, vis-à-vis des actions qui se sont passées, je serais intéressée d'avoir vos retours sur comment est-ce qu'on peut composer avec ce qui s'organise maintenant, et comment on peut peut-être le tirer vers la bonne direction. Merci. Non, moi, pour commencer, je voulais poser la question, combien ici
au mois de janvier, quand Trump rentre en fonction, pense que quelques mois après, il va y avoir ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, et notamment sur la question des immigrés, et notamment le défilé, parce qu'il faut quand même avoir en tête, au défilé militaire là, pour son anniversaire, il y a entre 5 et 11 millions de personnes aux États-Unis dans 2000 endroits différents qui manifestent contre Trump. Donc je ne sais pas combien ici, on ne va pas faire le sondage parce qu'on ne va pas se dénoncer, mais je pense que pour la plupart, et ici dans la salle, mais alors si on prend en général, je pense que tout le monde pensait Trump, c'est fini, c'est la catastrophe, machin, etc. C'est ça la signification, et puis on parle quand même de la première puissance de la planète, que ça n'empêche pas quand même d'aller attaquer les installations nucléaires en Iran en même temps, de soutenir à fond Netanyahou, le génocide, etc. quoi. Mais en réalité, c'est pas simplement aux États-Unis. Il y a des exemples comme ça partout. Il y a quelques semaines, il y a eu des élections locales en Grande-Bretagne. C'est un parti d'extrême droite sorti quasiment de nulle part qui a gagné les élections locales. Et peut-être la même semaine ou dans la même période, il y a eu 500 000 manifestants en solidarité avec la Palestine à Londres. C'est-à-dire les deux phénomènes en même temps. Si vous regardez en France, on a eu un mouvement des retraites, quel que soit ce qu'on en pense, etc., avec des millions de gens dans la rue, etc. Et en même temps, on a Retailleau. L'été dernier, juste à l'annonce de la dissolution, une semaine après, à l'appel des syndicats, il y avait 800 000 personnes dans la rue. Comme ça, en quelques jours. Et en même temps, on a Retailleau. Et ça n'a pas empêché le Rassemblement national. Tout le monde a parlé de victoire contre le Rassemblement. Il a fait le nombre de voix qui étaient prévues. Donc on avait les deux en même temps. C'est ça la nature de la situation. Et je pense que c'est très très important d'avoir ça en tête, d'abord pour éviter le pessimisme et de savoir ce qu'on fait. Et je pense qu'elle a raison, Juliette, de parler de lutte de classe, de polarisation, etc. Parce que c'est important pour comprendre que les deux se passent, mais qu'il y a une asymétrie dans la lutte de classe. Il y a ceux qui sont au pouvoir, qui ont les moyens idéologiques, les moyens de répression, l'État, etc. Et puis les exploités, les opprimés, etc. Ce qui donne cet aspect parfois un peu inégal, où tout d'un coup, paf, il y a un mouvement de masse, et puis on a l'impression que ça retombe, etc. Et la clé, elle est très importante pour nous, parce que ça ne veut pas dire que le mouvement il disparaît, mais ça veut dire qu'il faut s'organiser. C'est là où il faut s'organiser, il faut créer aussi, eux ils ont les moyens idéologiques, etc. Il faut créer nos propres universités, pas pour les intellos, pas juste pour quelques experts, etc. Pour nous tous et toutes. Donc il faut s'organiser, il faut nos moyens, nos universités, etc. Voilà, c'est pour ça qu'on organise ce type de week-end en même temps qu'ici, camarades d'A2C, pour être A2C, il faut d'abord être un activiste dans le mouvement. Et après on construit aussi. Laurent, de la planète Terre, être humain. Et donc, ça, pour moi, c'est très important. C'est en fait, à chaque fois, bon, évidemment, on est toujours de quelque part, nativement, où on habite. Mais à chaque fois, rappeler que tout le monde, on est tous des êtres humains. Et donc, essayer de ne pas faire de distinction trop entre... de l'un ou de l'autre. La solidarité doit être très importante. La chose que je voulais dire aussi, c'est que donc nous, on se réunit ici, parti de gauche, mais les autres de l'autre côté ne s'arrêtent pas, puisque la semaine dernière, j'ai participé au festival Décolonisons, et le dernier jour a été annulé parce qu'il y avait des pressions fascistes contre les organisateurs ou les gens qui voulaient intervenir. Donc eux, ils sont déjà à l'œuvre et ils ne nous attendent pas du tout. Donc mobilisez-vous et allez-y à fond. Merci. Moi, je m'appelle Mathieu, je suis un militant à A2C Paris 20, également dans la marche des solidarités. Déjà, je voudrais remercier Juliette et Victor pour vos deux introductions qui sont super et qui... C'est la combinaison des deux qui apporte une réponse et qu'il faut qu'on assume cette réponse. Que la lutte, si on veut éviter la guerre, oui, la lutte contre le racisme doit être une de nos priorités. Ça doit donner un cap parce qu'on ne sait pas par où démarrer tellement justement en ce moment le monde il paraît partir dans tous les sens. Ça fait peur à tous les niveaux, ça va brûler de partout. Dans quelques mois, on va nous parler du plus grand plan d'austérité qu'on n'a jamais connu
Et soudainement, alors il faudrait parler plus que de ça. Maintenant, il faut assumer. Si on veut éviter ce qui est en train de nous arriver, il n'y aura pas d'autre choix que de se battre contre le racisme. Alors la conscience que le racisme tue, que le racisme détruit des vies, que le racisme divise, c'est largement répandu. Mais ce qui est moins répandu, c'est que c'est la lutte contre le racisme qui unifie. Et que c'est cette unité-là qui est indispensable pour justement changer la trajectoire que tu as très bien présentée, Juliette. Et donc il faut avoir cet espoir-là en tête, justement avec Abdourahmane, un camarade des jeunes du parc de Belleville, avec Franck de la Marche des Solidarités aussi, on discutait après votre intro, en se disant mais est-ce que ce qu'a dit Victor, est-ce que c'est possible ici? En fait, on n'a pas le choix. Il va falloir le rendre possible. Il va falloir pour ça qu'on s'organise pour le faire. Et justement, les rafles, ce qui s'est passé, les OQTF qui vont se multiplier, pour répondre à la camarade qui posait la question, comment lutter contre les OQTF? La lutte contre les OQTF, c'est une lutte contre le racisme. On ne va pas se battre contre les rafles en se battant uniquement contre les rafles. On va se battre contre les rafles en se battant au quotidien, là où on travaille, là où on vit, contre le racisme, pour l'égalité des droits, pour la régularisation de tous et toutes les sans-papiers. Et c'est en se battant contre tout ça qu'on aura la capacité, en plus d'empêcher les rafles quand elles arrivent, en plus d'empêcher les OQTF quand elles arrivent. On aura en plus la capacité, s'il le faut, en bout de chaîne, d'avoir des avocats. Mais ça doit être le dernier des recours. La première chose, c'est que se dire qu'on a tous et toutes un rôle à jouer. Il n'y a pas besoin d'aller faire une licence en droit pour se battre contre les OQTF. Les jeunes de Belleville le montrent depuis la Gaîté Lyrique. Ils mènent un combat contre les OQTF, ils sont en train de les annuler. Mais ça, c'est pas justement en battant uniquement dans le tribunal administratif. C'est dans la rue, au quotidien, en visibilisant ce qui se passait. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on l'ait en tête. En 2023, vous vous souvenez, Denis l'a dit, hein, il y a des millions de personnes qui se battaient dans la rue. On était combien à ce moment-là à dire « il y a la loi Darmanin en ce moment, il y a la pire loi raciste depuis des décennies ». Et tout le monde nous répondait « Non, on va d'abord se battre contre la réforme des retraites, on va gagner ça, et puis le reste, ça viendra après ». Résultat, on a perdu sur toute la ligne. La réforme des retraites, elle est passée, la loi Darmanin aussi, elle est passée. Parce que justement, à ce moment-là, la clé, c'était aussi de se battre contre la loi Darmanin, de créer la solidarité contre le racisme. C'est là, comme ça, qu'on aurait aussi renforcé les rangs du combat général qui était en train d'être mené. Et franchement, ce combat politique, il est dur. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut s'organiser à côté. C'est pour ça aussi que nous, à A2C, on intervient dans le mouvement et on s'organise aussi en révolutionnaire qui se rassemble autour de boussoles comme la lutte contre le racisme. Et voilà. Et j'espère que de ce festival, non seulement on sortira une deuxième édition l'année prochaine, mais qu'il y aura le plus grand nombre d'entre vous qui n'êtes pas encore à A2C qui allez nous rejoindre. Et moi, j'ai une question pour Victor aussi. Je voudrais savoir, parce qu'il y a une autre lutte en ce moment qui est très importante, c'est la lutte en solidarité avec la Palestine, qui elle aussi peut renverser des montagnes si on s'en saisit tous et toutes. Et donc j'aurais voulu savoir si ça tenait une place dans la rue à Los Angeles, si on voyait les drapeaux palestiniens aussi bien que les fuck ICE ressortir. Voilà. Merci. Et ben moi, c'était pour continuer sur cette question qui était posée par Lucie de Saint-Brieuc, mais qui est un peu, je trouve, en toile de fond dans les échanges, en gros, de comment, à partir d'un exemple comme celui-là, on arrive à se donner et à la fois du courage et à la fois des boussoles pour être capable de répondre à la situation. Comme l'ont évoqué d'autres camarades, on est quand même dans une situation où il y a une semaine, finalement, alors c'est un projet qui n'est pas de la même ampleur, mais qui en fait s'en rapproche quand même avec la volonté de Retailleau là, de faire des rafles à travers le pays contre nos camarades sans papier. Je trouve que moi, je m'appelle Kim, je viens de Rennes et je milite notamment dans une assemblée de quartier contre le racisme et l'extrême droite. Et je trouve que c'est une assemblée qui s'est montée suite à la dissolution. Et un peu dans la même logique que ce que disait Lou de Marseille, je trouve qu'on est dans cette situation où après 1 an d'existence de ce cadre, il y a, je trouve, à la fois toutes les possibilités, mais aussi toutes les difficultés. C'est-à-dire que je pense que dans un moment d'explosion politique comme celui qu'on a vécu en juin dernier, c'est là où on voit la capacité, une capacité de réponse collective, et ce qui était, je trouve, très rassurant. Et à la fois, je pense que quand on est militant au quotidien, quand on est révolutionnaire, on peut passer par des phases un peu aussi de désespoir, de voir que finalement dans nos organisations, nos cadres de base, ils grossissent pas beaucoup. Et je pense que c'est une vraie question, la question moi j'appelle ça l'accumulation des forces, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour que d'un mouvement d'explosion, on garde pas juste des poussières d'étoiles, quoi, que ça nous renforce et
qu'on puisse poursuivre en ayant plus d'armes dans nos poches. Et je sais pas, moi en ce moment je me dis, quand on dit il faut s'organiser, il y a à la fois toute la réponse dedans et en même temps c'est le début de la question, quoi. Parce qu'en fait on sait pas, je pense qu'on s'appelle autonomie de classe, je trouve que ça dit ça, nous on pense que la réponse elle doit être à inventer entre nous et la réponse elle est parmi nous. Il y aura pas de réponse magique, on va devoir se prendre la tête, quoi. Et donc toutes les questions qui sont posées aujourd'hui, moi je me les pose aussi, et je sais pas, le début de réponse que j'avais en ce moment, c'est que je me disais peut-être qu'il faut assumer, nous dans notre collectif, là on assume un peu plus de faire des moments qui sont le collectif qui s'organise, qui fait des réunions hebdomadaires ou tous les 15 jours, et puis de toujours essayer d'avoir des activités de rue, quoi. En gros, de se montrer, et que ça paraît être des toutes petites choses, mais en réalité, de montrer la possibilité de réponse collective. En fait, il y a plein de gens qui pensent qu'on ne peut pas réagir. Et en fait, je crois que même si ça paraît tout petit, de toujours garder comme boussole la réaction, qu'il faut qu'elle soit publique et qu'elle apparaisse. Et du coup, c'est là où moi, je pense que la question des réseaux de solidarité souterrains et tout, je pense que c'est la limite. Je pense qu'il faut se montrer. Je pense que la première réponse, c'est toujours de se montrer. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Vanina, je milite à Urgence Palestine dans le 20e arrondissement à Paris. Et je voulais aussi repartir de l'intervention de Victor, parce que moi je pense que ce qu'elle révèle, l'intervention de Victor, c'est suivant là où on regarde, on n'a plus du tout la même analyse de la situation. Et personne n'a accès à des interventions comme celle de Victor, en fait. Il faut venir dans des événements militants pour qu'on puisse voir ce qui est en train de se dérouler à l'échelle de millions de personnes aux États-Unis. Sinon, la seule chose qu'on voit, c'est effectivement la victoire de Trump, des millions de personnes qui s'organisent, on a les débats sur Trump fasciste, on commande ses tweets, et ça renforce par ailleurs l'idée que ce serait un grand malade, parce qu'on se sent complètement impuissant par rapport à cette situation-là. Voilà. Et donc moi, je pense que si on regarde les choses par en bas, et si on invite quelqu'un comme Victor, c'est parce que ça nous fait du bien, mais pas simplement parce que ça nous fait du bien. C'est qu'on cherche les moyens de gagner. Et que si on veut gagner, en fait, les seules solutions, ça va être dans le mouvement par en bas. Regardez la question de la Palestine. Ça fait maintenant 20 mois qu'il y a un génocide qui se déroule en Palestine. Est-ce que le droit international a permis de mettre fin à ça? Pas du tout. Est-ce que les États sont en train de mettre fin à ça? Pas du tout. C'est ce qui a été dit dans l'introduction de Juliette. En fait, les États, ils sont en train de s'armer pour mener des guerres aux quatre coins du monde. Donc, ils vont certainement pas, en fait, réussir à imposer la libération du peuple palestinien. Donc, la solution, elle est ailleurs. La solution, elle est dans nos propres forces. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, finalement, indépendamment de nous, presque, des révoltes, il y en aura tout le temps. Le monde est tellement atroce que les gens... Tout le monde va chercher sous une forme ou sous une autre à résister. Et il s'en est passé des belles choses, y compris en France récemment. Donc moi, je voudrais rappeler par exemple qu'on a vécu un confinement qui a rendu une partie de la société complètement malade, mais au vrai sens du terme. Voilà, ceux qui ont réussi à nous libérer du confinement, c'est les sans-papiers. C'est eux qui, justement, face à l'idée qu'il fallait quand même assurer les biens essentiels, etc., étaient en première ligne. Et c'est eux qui ont dit, mais là, c'est plus possible. En fait, on veut des droits aussi en contrepartie. Et c'est pareil pour la Palestine. Heureusement qu'il y a un peuple qui lutte depuis plus de 77 ans maintenant contre la colonisation et que la solidarité internationale, c'est ça qui va permettre à un moment donné aux côtés du peuple palestinien de permettre cette libération. Donc ça donne un autre sens aussi à la flottille, ça donne un autre sens au convoi Soumoud et ça donne un autre sens aux grèves qui ont eu lieu en France, voilà, aux grévistes de Fos-sur-Mer qui ont réussi à empêcher un convoi d'armes de partir en Israël, aux enseignants grévistes aussi, je commence quand même à le dire, qui justement ont cassé cette idée consensuelle que en fait quand on est antisioniste, on est antisémitiste. Tout ça, c'est super important. Alors maintenant, je disais que ça existe, mais c'est quoi notre rôle? C'est qu'il y a une course de vitesse. Et la course de vitesse, il ne faut pas la sous-estimer. La course de vitesse, c'est qu'on nous pousse en permanence à dire que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. La course de vitesse, c'est qu'on nous casse, en fait, par la répression. Et la course de vitesse, c'est maintenant les fachos, qui, quand l'État ne suffit pas, viennent nous expliquer qu'en fait, on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. Et donc, dans cette course de vitesse, si on veut gagner, il faut qu'on s'organise. Bonjour, Barnabé, A2C 18e, enseignant et syndicaliste dans le 93. Alors c'est pas facile de passer après une telle interve, mais j'aimerais remercier les camarades et Victor qui vient d'intervenir et les camarades qui ont eu la présence d'esprit de l'invité, parce que c'était vraiment passionnant. Moi je me souviens, il y a quelques mois, au moment de la réélection de Trump et quand il est vraiment devenu président, quoi.
en janvier, j'avais des discussions et c'était vraiment le pessimisme qui dominait, des gens qui étaient là à dire « Oh non, c'est foutu, les fascistes ont gagné », et vraiment avec tout un pessimisme qui conduit en réalité à des propositions stratégiques qui sont extrêmement pauvres et qui sont extrêmement défaitistes, qui n'encouragent pas au mouvement. Ça consiste à dire eh ben, on va se replier sur nous-mêmes, on va essayer de maintenir une activité politique minimale, de ne pas se visibiliser, dehors c'est trop dangereux. Comme si en réalité, par magie, un jour, la situation allait s'améliorer, comme si par magie, le racisme allait diminuer, comme si par magie, les droits des travailleurs seraient respectés, comme si par magie, le génocide en Palestine serait stoppé. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave, c'est oublier deux choses. C'est oublier qu'en réalité, c'est à nous, militants politiques, de se battre, et c'est à nous, et on a les capacités de faire la situation et de transformer les choses. Et je pense que c'est aussi oublier quelque chose qui est dans l'histoire récente et que Victor a très bien rappelé, c'est qu'en réalité, sur quoi se conclut le dernier mandat de Trump? Le mandat de Trump se conclut sur la plus grande insurrection antiraciste que moi j'ai vue de ma vie. Moi, je me souviens des manifestations monstres dans tous les États-Unis, absolument dans tous les États-Unis, quelque chose qui a relancé le mouvement antiraciste en France même. Je me souviens à l'époque, j'étais à Rennes, de très très grosses manifestations contre les violences policières, d'un accueil de quartiers entiers qui se bougent et qui convergent ensemble. Et voilà. Je pense aussi, bon, il me reste une minute, je pense aussi que il y a quelque chose qu'on voit, c'est que cette dynamique de hausse des tensions impérialistes, comme l'a bien rappelé Juliette, d'augmentation du racisme, de hausse de la xénophobie, de traque aux sans-papiers, c'est la même dans tous les pays des centres impérialistes. C'est la même en France, c'est la même aux États-Unis, c'est la même au Royaume-Uni. Et en réalité, la réponse, il ne faut pas simplement dire qu'il faut la construire. Je pense qu'on peut même aller plus loin et dire qu'elle a déjà commencé. Moi, je me souviens, il y a 2 semaines, il y a Bruno Retailleau qui fait ses annonces de rafle à proprement parler pour les sans-papiers. Et en réalité, il y a une réponse. C'est une réponse qui n'est pas suffisante, mais c'est une réponse qui était déjà là. Je crois que c'est Maxime, il a dit, bon, bah, la première manif, on était 8. Bah, vaut mieux être 8 que tout seul, ou 4, etc. 8, c'est déjà pas mal. Et surtout, en étant 8, ça permet le lendemain d'être 40. Et ce que j'essaye de dire à ce niveau-là, c'est qu'en fait, l'organisation politique, elle est précieuse parce qu'elle permet d'avoir une stratégie. J'ai l'impression qu'on est dans le mouvement et on se laisse balloter au gré des événements, et en fait, on oublie qu'il se passe des choses et on n'arrive plus à enchaîner les événements. Et la stratégie politique et l'organisation politique, ça permet de conserver une mémoire et ça permet d'aller d'un point A à un point B, plutôt que de se laisser flotter. Donc moi c'est Shannon et donc je milite dans un collectif féministe à Rennes. Et du coup, par rapport à l'initiative qui avait été prise à Rennes, à la gare, c'était pour préciser que en fait, l'appel, il s'est vraiment fait au détour d'une discussion dans un bar. Et que, parce que justement, le premier rassemblement qui avait été appelé sur une boucle Signal, qui touchait que des militantes et militants qui étaient plutôt formés, et ben, ça avait réuni que 8 personnes. Et que c'est super 8 personnes, mais qu'on a envie de toucher tout le monde pour construire une riposte collective. Et que du coup, c'est pas les mêmes personnes, mais qui du coup se sont dit, en fait, il faut qu'on fasse un truc collectif. Et donc, il y a eu un appel des collectifs autonomes de Paris et de Nantes pour le lendemain à 10h qu'il y a un appel qui soit fait dans les gares. Et que, du coup, ça a été fait à Rennes. Mais en fait, ça a été fait super vite. À 8h, le visuel était fait. À 10h, le tract était écrit. Et puis, c'était parti, quoi. Et qu'en fait, parce qu'il faut être dans la réaction tout de suite, et l'idée, le truc qui s'est posé, et qui s'est pas posé parce que ça a été rapide, mais qui aurait pu se poser à ce moment-là, c'était est-ce qu'on appelle publiquement ou sur nos boucles Signal, et ça dépend de notre objectif politique. Et donc si c'était juste entre nous, en fait, ok, on aurait pu peut-être plus empêcher les rafles parce que ça aurait été une action un peu coup de poing et qu'on nous aurait pas vu. Mais en fait, ça aurait pas visibilisé ce qui s'est passé comme à la gare. Il y a eu du tractage, les gens, ils étaient choqués en fait. Ils n'ont pas accès à l'information comme nous, on peut l'avoir dans nos milieux militants. Les gens, ils comprenaient pas en fait ce qui se passait, ils étaient vraiment choqués. Et je trouve que là, on gagne. C'est là aussi on gagne, c'est en fait faire passer les infos, que les gens ils soient conscients et conscientes de ce qui se passe. Et c'est là aussi où c'est une victoire en fait pour nous et pour notre classe, c'est de vraiment aussi toucher les gens qu'on n'arrive pas à toucher, de vraiment se visibiliser. Voilà. Donc je suis Vincent, je travaille dans un collège à Marseille dans le 14e, je suis un syndicaliste de la CGT et je voulais vous partager, le mois dernier s'est passé un truc dans mon collège qui va un peu dans le sens de la conversation. Faut savoir qu'on est un bahut pas très militant, moi je suis le seul syndicaliste CGT, on est quelques syndiqués.
mais on a perdu des voix au dernier CA, on a perdu un élu, et plutôt voilà, avec la liste des chefs, et voilà, les syndicalistes, on n'est pas trop en position de force en ce moment. Et puis j'ai une élève, en fait on a 2 élèves du collège qui se retrouvaient à la rue, on a appris ça un jeudi soir, et qui se retrouvaient à dormir dehors avec leur famille, parce que suite à un refus de demande d'asile d'une famille de 4 personnes, une maman avec 3 enfants, 11, 13, 15 ans, 2 adolescentes, qui dorment sur le Vieux-Port un soir de Mistral. Donc c'est pas, voilà, on apprend ça. Et pour vous dire l'état d'esprit, c'est pas facile de s'endormir quand on sait qu'on a une élève qui dort. Puis bon, c'est essentiellement des questions de responsabilité individuelle, morale, quoi. Comment je peux être tranquille quand mon élève elle sera pas là demain? Qu'est-ce que je fais? Je peux pas l'héberger? Est-ce que je proposais à la famille de venir manger chez moi ou pas? Enfin voilà, c'est des questions un peu désespérantes qu'on peut avoir face à tout simplement des situations qui se multiplient aujourd'hui de misère, quoi. Et puis le lendemain, on se retrouve à quelques-uns, quelques-unes, on partage ça à la pause repas. Puis on se dit, il faut faire quelque chose. On commence à passer quelques coups de fil. L'assistante sociale nous dit, en fait, avec le 115, qui est le service d'urgence, on n'aura rien. Les services sociaux sont saturés. On a fermé des postes, on a fermé des structures d'hébergement d'urgence. Et donc, on comprend, en fait, au fil de la journée que cette famille-là va pas pouvoir être hébergée alors que l'État a une obligation et qu'elle va se retrouver à nouveau à dormir dehors. Et puis que ça pourrait durer longtemps. On arrive à faire intervenir une équipe de médiateurs de la structure où ils étaient avant et qui leur apporte un kit pour leur permettre de passer une nouvelle nuit dehors, et en disant, mais en fait, si cette famille a de la chance, la dernière fois, c'était 6 semaines le délai d'attente pour une mise à l'abri. Et en fait, on n'a pas réussi à tenir ça, donc on allait voir la famille. Et ce que je veux partager, en fait, c'est qu'on a gagné à la fin, mais on a réussi à combiner 2 choses. La première, grâce au réseau militant de solidarité, à mettre à l'abri cette famille-là. Et là où moi, je ne pensais pas individuellement, on n'avait pas de solution, en fait, on a trouvé la solution pour, pendant 3 semaines, héberger cette famille de manière confortable, leur permettre de fêter l'Aïd correctement, leur permettre dignement, et puis de retourner à l'école. Mais la deuxième chose, c'est qu'on a aussi, dès le départ, lancé un appel sur le collège. On a eu l'ensemble des collègues qui ont signé, l'école primaire d'à côté qui a signé aussi, en demandant aux autorités de mettre cette famille à l'abri. Comme ça n'a pas été le cas, on a contacté nos syndicats, on a donné un ultimatum de 2 semaines en disant, vous devez les mettre à l'abri, sinon nous rentrera en grève. Et comme ça n'a pas été le cas, on a déposé le préavis et on a tenu une grève avec un piquet devant le collège, avec un rassemblement. On était une dizaine de grévistes sur 25 qui bossaient ce jour-là, donc c'était pas rien, avec une visibilité, la presse qui est venue, du coup conseillers municipaux, députés, sénateurs, etc. Et 10 jours après, la famille a été logée par le 115 avec un studio pérenne qui garantit qu'à la rentrée prochaine, à côté de l'établissement, cette famille sera hébergée. C'est un petit exemple, mais pour dire que parfois, un truc qui nous plombe, et puis l'individualisme, et puis qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas loger tout le monde, etc. En fait, on peut combiner et des choses avec les réseaux militants, humanistes, autonomes, qui avaient les moyens d'héberger ces jeunes cette famille pendant un certain temps, et avec la question aussi de ne pas lâcher l'affaire sur le plus grand nombre et sur la question syndicale. C'est la combinaison des deux pour moi qui a permis de gagner. Donc voilà, je voulais partager ça. Bonjour tout le monde, Jessie de Rennes. En écoutant Shannon qui a pris la parole tout à l'heure, moi je m'interroge et je m'interroge tout le temps, donc tout le temps je viens avec la même question. Je suis désolée pour les camarades qui m'ont déjà entendu la poser, mais et c'est obligatoire, il faut qu'on soit réactif. Dès qu'il y a l'extrême droite qui se montre quelque part, il faut qu'on riposte. Ok, je suis entièrement d'accord avec ça, mais comment on fait pour convaincre les invisibles? Quand je dis les invisibles, c'est les personnes, pas que, mais les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont des difficultés dans la mobilité, qui ont des difficultés pour être réactifs et agir tout de suite. Voilà, moi je vis avec une éternelle frustration, c'est celle-là, parce que mon esprit est réactif, mais mon corps ne l'est pas. Voilà, donc en fait je suis preneuse pour avoir des astuces dans les moments informels, hein, pour me permettre de réagir et être à 200% avec vous. Merci beaucoup. Oui, merci à toutes et à tous pour vos interventions. Moi j'avais une question pour Victor. Ah pardon, je m'appelle Gaël et je milite au collectif Montreuil-Palestine et à la CGT dans ma ville. Mais j'avais une question pour Victor, c'est un peu comment s'est développée l'auto-organisation, puisque tu revenais à Black Lives Matter. Est-ce que c'est le seul mouvement qui a permis les insurrections cette année à Compton et dans toutes les villes ou les quartiers, mais c'est des énormes quartiers si on parle de Los Angeles. Donc oui, comment c'est favoriser l'auto-organisation des premières concernées? Parce que je pense que c'est pas suffisant, mais que c'est la pierre fondamentale. Et c'est pour ça qu'évidemment, on a besoin en France de renforcer les collectifs de sans-papiers, de renforcer
l'audience de la marche des solidarités, et y compris de s'impliquer dans leur lutte politique, qu'on soit blanc ou non blanc. Mais la deuxième question, c'est comment se sont développés les liens avec les syndicalistes. J'étais, je pense comme tout le monde, émerveillé par ces femmes de chambre des hôtels qui dégagent les keufs de ICE. Mais du coup, comment ça se poursuit avec les syndicats? Je pose cette question-là parce que Vanina le disait, on est engagé face à une course de vitesse. On est engagé face à une course de vitesse qui est la révolution en réalité, et elle sera antiraciste, ou la barbarie. La barbarie, on la connaît en France, c'est des durées de détention en CRA qui durent toujours plus longtemps. C'est aujourd'hui plus une association quasiment qui arrive à déposer des dossiers, y compris les gros syndicats, dans les préfectures, etc. Et en fait, on n'a même plus tellement la possibilité aujourd'hui, en tous les cas, même les plus gros syndicats disent que des grèves qui seraient portées uniquement par les sans-papiers eux-mêmes, si on parle des migrants et des migrantes, eh bien, n'aboutiraient pas. Donc, c'est bien ça aujourd'hui qu'il va falloir développer. C'est ce qu'ont fait les grévistes de Fos-sur-Mer, c'est ce qu'ont fait les grévistes enseignants et enseignantes le 17, y compris les généraliser à partir de la question de la Palestine, sur les questions antiracistes. Moi hier, personnellement, j'étais à Roissy, c'était les syndicats de l'aérien qui se battaient contre le fret aérien en direction d'Israël. Et ben, en réalité, sur les thématiques antiracistes, c'est ce qu'on va devoir construire, une grève majoritaire contre le racisme, contre la guerre, parce que sans ça, les travailleurs et les travailleuses seront malgré tout désarmés face à la course de vitesse qui nous attend. Je suis Barbara, je suis à l'Arme Fun, voilà, c'est une association, bon, peu importe. C'est une association qui lutte contre les frontières, et c'est un numéro d'urgence pour les personnes qui traversent les différentes frontières, voilà, la Méditerranée, les territoires balkans. Voilà, je vous invite à donner des dons. Voilà, on est en manque de thunes. Je ne sais pas trop cet objectif. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, l'exemple de Victor et la présentation de Juliette, surtout face à l'armement généralisé. Et le « eux » et « nous ». Et donc, ça fait que moi, j'ai plusieurs petites questions. C'est déjà, est-ce qu'il y a aussi, ça veut dire, face à l'armement, donc tu nous as présenté trois actions, c'est-à-dire, je crois, le knocking, les organisations syndicales, et l'autre chose, c'était quoi? Ah oui, contre ICE. Et je voulais savoir, face aux armements, face à la police, qu'est-ce qui est mis en place? Est-ce qu'il y a des gens qui s'arment? Enfin bref, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a d'autres, quelles sont les autres logiques d'action qui ont été mises en place à Los Angeles. L'autre question que je me pose, c'est la construction du « eux » et « nous » en France. Voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué de manière théorique, mais ça fait qui est réellement la population qui est attaquée à Los Angeles au niveau communauté? Moi, ça m'intéresse. Qui s'organise réellement? Est-ce qu'il y a des associations, des collectifs, des syndicats? Est-ce qu'il y a une sorte de... C'est des questions. Est-ce que tu peux me catégoriser les personnes qui militent? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et aussi rendre visible, et ça beaucoup de camarades l'ont dit, rendre visible un peu les petites actions, ça veut dire à l'école, au lycée, dans les syndicats, parce que là tu nous as présenté des grands trucs et peut-être avoir un peu d'autres choses. Et l'autre question que je me posais, c'est avec les autres territoires, parce qu'à Los Angeles c'est des démocrates, comment on crée des relations avec les autres territoires où on n'est pas forcément gagnant de base? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adrien, moi j'habite à Lac-en-Brie et je milite à Étudiants musulmans de France à Nanterre. Et en fait je voulais faire une intervention sur le ressenti aujourd'hui de beaucoup de musulmans et musulmanes en France, parce que c'est un peu un sentiment un peu de désarroi qu'on vit pour beaucoup d'entre nous. Et il y a plusieurs réactions qui sont possibles et qu'on peut rencontrer du coup dans la communauté. En fait, il y a un peu un sentiment d'être attaqué un peu de toutes parts et d'être un peu harcelé par l'État français. Il y a plusieurs moyens par lesquels ça arrive. Il y a évidemment les débats incessants et interminables sur la question du port du voile. Mais il y a aussi maintenant, dernièrement, les questions des dissolutions qui se multiplient de plus en plus. On a eu la jurisprudence CCIF qui fait maintenant office de référence. Et en fait, maintenant, toute organisation de près ou de loin qui serait musulmane ou qui aurait une identité musulmane serait susceptible d'être dissoute.
Et en fait, ça peut créer chez les personnes qui sont concernées une certaine sorte de peur d'agir et un sentiment de si je fais les choses bien au vu de l'État, en gros, je serai exempt de dissolution. Et en fait, on sait très bien que ça ne marche pas sur de réactions-là, qu'en fait, chaque partie du terrain qu'on va laisser à l'État, en fait, il va grignoter de plus en plus, et au bout d'un moment, ça va être la question de la liberté de culte qui va être mise en cause. Mais il y a une autre attitude qui existe, c'est celle de partir, ça s'appelle la hijra. C'est-à-dire en gros de partir de France et dire en gros je ne peux plus vivre ma religion en France, donc je me casse. Mais le problème, c'est quid des pauvres et des gens qui ne peuvent pas partir et qui ne veulent pas partir. Moi, je ne veux pas partir personnellement. Mais et qui du coup s'organisent ici. Et donc c'est la troisième option qui existe, celle de la résistance. Mais le problème, c'est que l'impression qui existe chez une bonne partie des musulmans, c'est qu'on va aller s'investir dans les milieux de gauche. Je vois du coup dans EMF des gens qui veulent aller au RIGE du NPA, d'autres qui vont aller à l'université de Révolution Permanente, d'autres qui vont aller voir du côté des Insoumis. Moi, je suis ici actuellement. Mais il y a la question de on y va, mais en même temps, on va prendre ce qu'on a à prendre sur place. Okay, mais en même temps, on n'attend pas trop après la gauche pour nous défendre. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, est-ce qu'ils n'ont pas totalement tort? C'est suite à l'attentat dans la mosquée où un frère a été tué pendant la prière du matin. Et il y a eu une manifestation qui a eu lieu contre l'islamophobie. Alors déjà, il y a des organisations qui ont passé plus de temps à débattre sur le terme islamophobie que sur l'attentat en question. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, c'est qu'arrivé sur place, il n'y avait pas de cortège syndicaux. Il y avait des syndicalistes qui étaient présents. Je ne doute pas une seconde que des gens ici étaient sur place. Mais il n'y avait pas de banderole CGT. Il n'y avait pas de banderole Sud. Il n'y avait pas de banderole FO. Il y avait des individus qui étaient dans ces syndicats-là et qui y étaient. Et je trouve assez problématique que des organisations de gauche, à part LFI, ne viennent pas en tant que telles pour défendre les personnes musulmanes qui sont tuées parce que musulmanes. Parce qu'en fait, le meurtre, c'est une chose, mais il y a plein d'autres formes d'agression. Là, on a vu l'apparition d'un nouveau sport national qui est l'arrachage de voiles pour les sœurs. Et bon, je vais terminer du coup là-dessus. J'invite du coup toutes personnes qui sont organisées à en parler dans leurs organisations. Donc Victor va réintervenir, on va faire quelques annonces avant. Juste une annonce d'ailleurs, il ne va pas pouvoir répondre sans doute à tout. Je pense que je vous conseille un truc. La première chose, c'est que moi je sais que je suis allé lire et j'ai appris plein de choses. Pas tellement sur ce qui se passe maintenant, mais y compris sur des choses qui se sont passées aux États-Unis sur ces questions-là. Notamment, et je vous conseille un article, alors pour ceux on va voir si on peut le traduire, pour ceux et celles qui lisent l'anglais, des articles de Victor. Vous tapez Victor Fernandez, c'est sur le site de Marx 21, mais Victor Fernandez sur la question des luttes antiracistes, et vous trouverez, c'est magnifique sur ce qui s'est passé au début des années 2000, auquel Victor a participé. À l'occasion, je crois que tout le monde, on verra peut-être pour réorganiser, y compris de l'invité, des échanges Zoom, j'en sais rien, mais je pense que c'est passionnant, y compris d'avoir ce type d'échange, et on apprend beaucoup de choses. Donc Victor, maintenant. Victor, t'es prêt? Okay, so let's start with the easy one. The first attacks against immigrants by the Trump administration the first open attacks were against Palestinian activists, Mahmoud Khalil, as well as other Palestinian activists, in revoking their visas and trying to deport them. Les premières attaques contre les immigrés aux États-Unis ont été contre des activistes pour la Palestine et des Palestiniens. Ils ont révoqué les visas, notamment les binationaux. Ils ont révoqué les visas, les nationalités et les visas des Palestiniens qui étaient aux États-Unis, quoi. So the left of the movement is very keen in realizing that there has to be solidarity with another group of people who are enclosed by walls and who have to face daily repression by a colonialist government. Et du coup, le mouvement actuel, il est
très enclin à faire des liens avec le mouvement pour la Palestine et ce groupe de personnes qui se fait extrêmement réprimer par l'État. Given that, obviously, the liberal Democrat side of the movement has been very quiet about the question of Palestine in the immigrant rights movement. And a big section of the movement is controlled by liberals. Et la partie la plus libérale des démocrates dans le mouvement a été complètement silencieuse sur la question palestinienne depuis le début du génocide. Et c'est la partie qui contrôle la majorité du mouvement aux États-Unis. Now, when I first was talking about immigrant rights, when Trump was going to get into office, I was talking about how now that Trump is in office, liberals are willing to fight. They're willing to come out to protest. They're willing to organize. And a lot of the No King stuff, the 50-51 stuff, and other kind of protests have been headed and pushed by liberals. Mais depuis que Trump est président, les libéraux sont beaucoup plus prêts à s'organiser et à résister contre les lois discriminatoires, notamment avec le No King et le 50-51. On ne sait pas ce que c'est, mais il a dit ça. And this is a good thing. Almost every month, they bring out tens of thousands of people all over cities. I know the anti-Tesla protests were very successful in actually getting Elon Musk kicked out of Washington, D.C. Because it brought the price of Tesla down. And so I have to apologize. A lot of my talk about how nothing was going on was particularly about the immigrant rights movement. But there has been a lot of activism and a lot of people on the streets since the beginning of the Trump administration. Et donc les libéraux ont réussi quand même à organiser beaucoup de manifestations avec à réunir des dizaines de milliers de personnes chaque mois pour se mobiliser. Et notamment, il y a eu un grand succès des manifs contre Tesla qui a réussi au final à faire à ce que Musk quitte Washington tellement il y avait de Tesla brûlés. Et Victor s'excuse d'avoir parlé que de Los Angeles parce que c'est là où il habite et c'est ce qu'il connaît, mais évidemment il y a des mouvements aussi dans d'autres villes aux États-Unis qui sont aussi contre ICE et avant contre Tesla, quoi. Let me see. Oh, and Bernie and AOC have been going around the country holding mass rallies, but what really even just limits a lot of these is that they're just really focused against Trump. Yeah, I'll leave it at that for now. Et Bernie Sanders, le chef du Parti démocrate, et Alexandra Ocasio-Cortez, une autre démocrate socialiste des États-Unis. Voilà. Se sont aussi pas mal engagés, ont essayé de faire passer des lois et tout ça, mais en fait, ça reste quand même très limité parce qu'ils parlent tout le temps que de Trump et ils essentialisent, on va dire, tout le néolibéralisme et le racisme dans la personne de Trump et au final, ils parlent plus tant que ça de racisme et des problèmes. Bon, là, j'extrapole ce que Victor a dit, mais... Oh, good. Yeah. So what makes these immigrant rights protests is that they grab that anger, like what they makes them powerful is that they grab the anger that people have against Trump and direct it in a way that confronts both Trump, the capitalist system, racism, as well as authoritarianism, and organizes people in confronting those systems. Et ce qui est vraiment très puissant dans les manifestations pour les droits des immigrants, c'est que ça
réunit, ça centralise toute la colère contre Trump, mais en faisant aussi quelque chose où les gens s'organisent pas contre Trump, mais aussi contre le système capitaliste, le racisme, le néolibéralisme et l'autoritarisme. Et donc ça permet d'attraper un peu toute la colère contre sa personnalité et d'en faire quelque chose de productif en termes de lutte, quoi. And I think it is important for us to build a movement that confronts the established power and also argues for that within the unions. A lot of unions support immigrant rights on the face of it, and some unions are better at it, like the Chicago Teachers Union, who was behind a lot of the May Day organizing this year, but also don't readily mobilize their membership en masse to support the movement and immigrant rights. Et je pense que c'est très important de construire un mouvement qui questionne le système en place et aussi d'argumenter au sein des syndicats sur la question des droits des migrants, parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui soutiennent les droits des migrants, mais de manière assez superficielle. Il y a notamment le syndicat des enseignants de Chicago, qui est très actif sur la question et qui a organisé plusieurs grèves pour les droits des personnes migrantes. Mais ça reste quand même assez en surface et les syndicats ne mobilisent pas et n'organisent pas régulièrement sur cette question-là. Donc il faut continuer à argumenter en leur sein. So I've been organizing in rapid response networks probably for around 15, 20 years. And this is the first time that it's actually been a large mass movement. So for everybody that was talking about the small groups, the small organizing, the small victories, those are really, really important. And that's really the on-the-ground organizing that's going to take to build what could hopefully be a larger movement that could make substantial change, because this what happened this year is, it's very new, and I've been organizing for 10 years without even seeing something like this. Et moi, ça fait 15-20 ans que je m'organise pour construire des réseaux de réponses directes pour soutenir les immigrants aux États-Unis. Et du coup, pour toutes les personnes qui parlaient de petits collectifs qui ont des difficultés ou des fois on voit pas trop les résultats, et ben en fait c'est vraiment ça, ce travail un peu souterrain qu'il faut continuer à faire parce que le jour où il y a un mouvement d'une plus grande ampleur qui se lance, ces petits collectifs et ces petits réseaux de solidarité qui sont cruciaux, quoi. Et donc il faut continuer à le faire voilà, il disait, moi ça fait 10 ans que j'organise et que je vois aucun résultat, mais là cette année c'est exceptionnel ce qui se passe et ça a jamais été aussi gros à Los Angeles, quoi. Now, Trump went after Los Angeles because it is the immigrant city, and he realized that we have a huge history of organizing and fighting back. And so we did what we have done for 30, 40, 50 years and pushed back. And then I have one last thing to say after this, so just translate this. Et Trump a attaqué spécifiquement, a ciblé Los Angeles parce que c'est une grande ville historiquement migrante, où il y a beaucoup de population immigrée. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait aussi une histoire de l'organisation collective et de la résistance qui date de 30-40 ans à Los Angeles, et il s'est confronté à ça et on a fait ce qu'on fait depuis 30-40 ans et ça a fonctionné, quoi. Now, as for the undocumented, it is very difficult to get them involved because of real fears. And we must respect that. We can't get undocumented people to, say, take on the cops or put themselves in danger.
However, we owe it to them to do two things. Translate that and I'll say the two things. Et pour les personnes concernées, les personnes sans papier, c'est très difficile pour eux de se mettre en action vis-à-vis de, parce que y a une peur réelle qui existe et qui est justifiée, quoi. Et donc il faut respecter aussi cette peur et on peut pas les pousser à, par exemple, se battre directement avec la police ou des choses comme ça. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire et notamment deux arguments qu'on peut pousser. Okay. The first thing is to build a strong enough movement for immigrant rights that is out in the open and unapologetic, that shows that large sections of society support immigrants and will fight for them. La première chose, c'est de construire de grands mouvements pour les droits des immigrants qui soient visibles et toujours au taquet, et pour leur montrer qu'en fait, il y a une large partie de la société qui les soutient et qui sont prêts à se battre pour eux. And the second is to train, educate, and elevate an immigrant leadership to self-organize and foster that, because when undocumented immigrants here in the United States actually had the confidence and organization to take on anti-immigrant sentiment, they actually were able to win a lot of things. That's how DACA was won, and that's how on May 1st, 2006, they shut down this entire country in a massive strike. Et la deuxième chose, c'est alors train, educate, et je sais plus, entraîner, former une direction un peu de personnes sans papier qui soient déterres et qui puissent prendre la tête d'un mouvement de sans-papiers, quoi, et de pousser à leur auto-organisation. En 2006, cette stratégie, le 1er mai 2006, a complètement fonctionné parce qu'ils ont réussi à bloquer complètement le pays avec une énorme grève des travailleurs migrants. Et quand ils sont nombreux et organisés et qu'ils ont la confiance, ils peuvent complètement gagner, quoi. All right, thank you and bonne nuit. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Solidarité